Bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine consacré à l'économie, entrepreneuriat et technologie. C'est une édition spéciale aujourd'hui où nous parlerons du budget actuel de notre pays et de la gratuité de l'enseignement primaire. Pourquoi la gratuité de l'enseignement primaire? Est-ce le bon moment vu l'instabilité économique de notre pays? Prenons les avis du public. De parler du budget, je me permets d'abord de féliciter le président de la République qui a pris cet engagement, cette volonté politique d'aider l'enfant des fonctionnaires, l'enfant du policier, l'enfant des militaires, longtemps resté dans l'analphabétisme prolongé. Et cet enfant aujourd'hui se retrouve dans une salle de classe étudiant gratuitement, vraiment coup de chapeau au président de la République. Et nous demanderons d'aller plus loin pour d'autres options comme les secondaires et les humanités. Les budgets de l'État, il faut combattre la corruption. Il faut combattre la corruption pour augmenter les budgets de l'État, puisque beaucoup d'argent échappe au trésor public par les détournements, par la fraude fiscale, par le vol. Donc vraiment, il faut que l'État mette les mécanismes pour renflouer la caisse de l'État. Je sais que c'est vraiment énorme, c'est que demande la gratuité de l'enseignement, mais je sais qu'on peut y arriver avec la bonne volonté. Nous avons un grand pays avec des potentialités énormes. Si on a mis les assignations budgétaires jusqu'à, je crois, 10 milliards de dollars et que la gratuité de l'enseignement demande 2 milliards, je crois qu'avec un peu de volonté, ça sera possible. Mais il faut beaucoup d'efforts pour tout le monde parce que je ne sais pas si tout le monde arrive à comprendre l'impact social de la gratuité de l'enseignement dans nos familles. Donc, avec cette décision qui est constitutionnelle, je crois que c'est quelque chose qui va faire plaisir à beaucoup de familles. Nous échangeons avec le docteur Noël Tchani-Mwadjanvita ici présent pour en savoir un peu plus et pour avoir des idées claires. Bonjour docteur Noël Tchani-Mwadjanvita. Bonjour. Merci de nous recevoir une fois de plus. Je rappelle que vous êtes économiste et écrivain. Vous étiez candidat à l'élection présidentielle 2018. Et aujourd'hui, après plusieurs mois d'attente, nous avons enfin le gouvernement. Quelle lecture faites-vous du projet de loi budgétaire à 10 milliards? Est-ce réaliste selon vous? Oui, j'ai suivi avec intérêt l'annonce du budget de l'exercice 2020 par le gouvernement du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, un budget qui a d'abord été chiffré à 7 milliards de dollars et qui a été relevé en quelques jours à 10 milliards de dollars. Je voudrais tout d'abord féliciter tous ceux impliqués dans ce processus de préparation du budget, car je sais que ce n'est pas un exercice facile. C'est un exercice fastidieux. Il faut recenser toutes les recettes possibles que l'État congolais est capable de mobiliser. Il faut aussi faire l'inventaire des dépenses qu'on est supposé payer pendant l'exercice budgétaire prochain. Et je sais qu'après plusieurs interactions entre les différents intervenants, ils sont arrivés à ces chiffres-là. Je considère que 7 milliards de dollars ou 10 milliards de dollars, c'est un effort considérable par rapport à l'exercice antérieur, parce que j'ai compris que l'exercice antérieur s'est soldé littéralement sur un budget réalisé d'environ 5 milliards de dollars. Donc, ils ont déjà fait un effet pour arriver à augmenter ce niveau du budget à ce que nous avons aujourd'hui. Mais sincèrement, vu les défis de développement de la République démocratique du Congo, vu la condition dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui et ce que le pays doit faire pour arriver à atteindre une vitesse de croisière sur le plan du développement, 10 milliards de dollars, c'est très peu.
c'est très très peu, et non seulement que c'est très peu par rapport aux besoins du pays, aux défis du pays, c'est très peu par rapport à la capacité même de mobilisation des ressources publiques dont dispose la République démocratique du Congo. Je vous signale que nous sommes un pays considéré comme étant le scandale géologique. Nous avons 1100 minéraux métaux précieux différents, dont la valeur est estimée à 38 000 milliards de dollars. Nous sommes aussi ce pays-là où on estime que rien que la fraude fiscale et les détournements des fonds publics, d'après les déclarations faites par notre ancien conseiller spécial du président en matière de lutte contre la corruption, professeur Lozolo Bambi, on estime que rien que cette fraude fiscale en un an est chiffrée dans les environs de 10 à 15 milliards de dollars. Donc, si on a la fraude qui se situe dans ces milliards de dollars et nous avons un budget inférieur à la fraude, c'est que nous sommes un pays à problème. On doit faire mieux pour pouvoir donc relever le budget au-delà de cela. Docteur, et selon vous, combien il faudrait pour relever les défis du chantier de notre pays? Les défis sont tellement énormes que personnellement, je m'étais livré à un exercice de pouvoir chiffrer ce que nous devons faire pour sortir le Congo des difficultés actuelles pour qu'il devienne le meilleur pays. Et nous avons estimé cela à 800 milliards de dollars sur 15 ans. 800 milliards de dollars sur 15 ans. 800 milliards de dollars sur 15 ans, mais j'étais aussi réaliste parce qu'on ne va pas atteindre ce niveau-là donc du jour au lendemain. Il y a un travail préliminaire qu'il faut faire. Nous avons estimé que pendant les 5 premières années, chaque année, ce pays est capable de mobiliser au moins 20 milliards de dollars pour être en mesure de faire face aux défis des réformes structurelles dont on a besoin pour mettre le pays maintenant en position de vitesse de croisière. Donc, 10 milliards de dollars par rapport à 20 milliards de dollars que nous, on estime serait le minimum du budget acceptable pendant la première année ou chacune des années pendant les 5 prochaines années. Je pense que nous avons encore un long chemin à parcourir. Ok. Et pensez-vous que le pays a la capacité de mobiliser cette somme sans l'apport extérieur? Oui, notre pays a une grande capacité de mobilisation des ressources intérieures. Mais pour arriver à le faire, nous avons besoin de nous faire violence, nous, Congolais. Parce que je vais signaler que le projet budgétaire compte sur l'appui de la Banque centrale et les fonds mondiaux. De la Banque mondiale, vous voulez dire du Fonds monétaire international. Je voudrais que les Congolais comprennent une chose, c'est que avant d'aller chercher de l'argent ailleurs, avant d'aller commander de l'argent auprès de qui que ce soit, le Congo doit compter d'abord sur ses propres forces. Parce que le développement de ce pays-ci ne viendra pas de la part d'une institution financière internationale ou de la part d'un pays extérieur. Le développement de la République démocratique du Congo viendra de la République démocratique du Congo, du peuple congolais et des ressources naturelles congolaises. Nous avons tout plein de ressources. Nous devons maintenant les gérer de façon telle que ces ressources-là aillent dans les caisses de l'État et qu'on puisse réaliser un gros budget avec des ressources intérieures, des ressources congolaises. Ce n'est qu'après avoir fait cela, si nous avons encore besoin d'autres ressources qui ne sont pas contenues dans les ressources intérieures, nous pouvons regarder le monde extérieur pour pouvoir donc demander qu'on nous donne des prêts ou des dons. Mais aujourd'hui, là, dépendre simplement de ces institutions internationales pour arriver à financer le développement du Congo, c'est une grosse erreur que nous avons commise depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Parce que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nos gouvernements successifs ont pensé que le développement de la RDC viendrait de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de l'Union européenne, de la Chine, des États-Unis, du Japon. Je vous dis bien que vous serez tous déçus parce que ce gouvernement, le gouvernement de la RDC, le développement de la RDC ne viendra pas donc de la communauté financière internationale. Le développement de la RDC viendra du peuple congolais et de la capacité du peuple congolais à mobiliser des ressources pour utiliser ces ressources afin de financer ses besoins donc, de développement. Je voudrais vous signaler que quand vous avez vos ressources à vous, vous pouvez les utiliser comme vous voulez, les mettre dans des projets que vous considérez sont importants pour vous. Mais si vous attendez que quelqu'un d'autre, une institution financière internationale, vous donne des ressources, on va vous dire que vous pouvez utiliser ces ressources-là si vous faites 1, 2, 3. Mais ces ressources ne seront jamais suffisantes. Je vous rappelle aujourd'hui que j'entends parler donc de 1 milliard de dollars qui viendraient de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international. Mais que représente 1 milliard de dollars par rapport à 15 milliards de dollars, par exemple, que nous estimons sont perdus à travers la corruption et la fraude fiscale dans un an? Donc,
Améliorons d'abord la gouvernance, recouvrons les ressources intérieures qui reviennent à la RDC et qu'on utilise ces ressources-là maintenant pour les allouer à nos différents besoins de développement. Je pense que ça serait la meilleure façon pour les Congolais de gérer leur processus de développement. Docteur, en posant la question, on n'a pas mis de côté les ressources de notre pays, bien sûr, mais si le moyen ne suffit pas, c'est pourquoi on a demandé, ils peuvent quand même compter sur l'appui extérieur, c'est une bonne idée. Si nos ressources, nos moyens ne suffisent pas, ils peuvent toujours faire appel, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui. Nous avons toujours considéré qu'à part les ressources intérieures dont peut disposer la République démocratique du Congo, les besoins de développement étant tellement énormes, il y aura toujours un reliquat qui reste, un manque à gagner. Mais pour financer ce manque à gagner, après avoir utilisé les ressources intérieures, nous pouvons recourir aux partenaires bilatéraux et multilatéraux extérieurs. Je ne dis pas que le Congo doit vivre donc en vase clos et ne plus maintenir des relations avec les institutions internationales. Bien au contraire, nous devons maintenir ces relations. Mais avant d'aller s'agenouiller devant elles et de demander de l'argent, récoltons d'abord ce que nous avons à l'interne, qui nous revient à nous, que nous pouvons utiliser comme nous voulons. Et après cela, s'il y a un besoin additionnel, nous pouvons maintenant nous tourner vers ces institutions-là. Docteur, je dois aussi rappeler que vous avez travaillé quelques années, plusieurs années même, à la Banque mondiale. J'ai travaillé là-bas pendant 3 décennies. 3 décennies, voilà. Selon vous, est-ce une bonne chose de travailler avec la Banque mondiale ainsi que le Fonds monétaire international? Parce que d'habitude, les institutions sont taxées d'ingérence. C'est comme je venais de le dire, je ne peux pas avoir travaillé pendant 3 décennies dans une institution et dire au peuple congolais aujourd'hui qu'il ne faut plus travailler avec cette institution-là. Je considère que ces institutions ont une valeur ajoutée en termes de conseils, en termes de financement de certains projets que nous pouvons identifier nous-mêmes, que nous considérons prioritaires. Ces institutions peuvent apporter des ressources qui constituent un complément utile par rapport aux ressources intérieures que nous pouvons avoir. Donc, de ce point de vue, c'est une bonne chose de travailler avec ces institutions. Cependant, nous devons nous poser la question comment travailler avec ces institutions pour arriver à prendre avantage de cette relation-là. Je voudrais rappeler aux gens que de 1960 jusqu'à aujourd'hui, on a toujours bénéficié de ces institutions. Et année après année, elles nous ont répété la même chose. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'étape où le Congo est très sous-développé malgré leur implication dans le processus de développement ici. Si nous voulons aller de l'avant et faire les choses différemment, je suggère une approche différente. L'approche différente consiste à quoi? Consiste pour le Congo à avoir d'abord sa propre vision de développement, élaborée par les Congolais, conçue par les Congolais, avec des objectifs très clairs. Ces objectifs arrêtés par les Congolais, objectifs de développement. Quels sont ces objectifs? Nous voulons parvenir à être un pays émergent. En combien de temps? En 15 ans. Maintenant, une fois que nous avons élaboré cette vision de développement, nous devons maintenant nous demander, ça va coûter combien pour qu'on puisse y arriver? Moi, j'ai estimé cela à 800 milliards de dollars sur 15 ans. Nous devons maintenant nous poser la question de savoir sur les 800 milliards, nous pouvons dégager combien à l'interne avec des ressources congolaises. J'ai estimé sur 15 ans, nous pouvons mobiliser 680 milliards de dollars si nous faisons des choses de façon correcte. Des ressources, 680 milliards qui proviendraient des ressources intérieures. Maintenant, nous allons nous poser la question, le reliquat proviendrait d'où? Je vous dirais que si nous améliorons l'environnement des affaires, on va mobiliser une partie d'argent qui proviendrait des investissements directs des étrangers. Et le reliquat maintenant qui reste, des investissements directs des étrangers, on peut mobiliser 75 milliards de dollars sur une période donc de 15 ans. Maintenant, le reste, 45 milliards de dollars qui restent, nous pouvons mobiliser cela de la communauté financière bilatérale et multilatérale internationale. Mais elle ne viendra que si nous faisons les choses d'une certaine façon. Nous devons d'abord améliorer la gouvernance. Si nous améliorons la gouvernance, on va avoir plus de ressources intérieures. Mais de l'autre côté aussi, si nous améliorons la gouvernance, on pourrait bénéficier d'appuis budgétaires conséquents qui viennent de la communauté financière internationale. Donc ces choses sont liées. Si nous nous précipitons à aller devant ces institutions, à nous mettre à genoux avec des pieds liés, avec des bras liés et aussi avec des yeux bandés, nous allons répéter les mêmes erreurs que nous avons commises jusqu'à présent et ce Congo ne va jamais se développer. Revenons sur les budgets 10 milliards prévus pour 2020, dans un an. L'une des choses mentionnées dans ces projets de loi, c'est la gratuité de l'école primaire, vulgarisée cette année scolaire. Selon vous, est-ce une bonne chose ou soit le gouvernement est allé un peu vite? Je crois que le droit à l'éducation, c'est un droit constitutionnel pour tous les enfants congolais.
le gouvernement de la RDC devait depuis très longtemps rendre l'enseignement primaire et secondaire obligatoire et gratuit pour permettre à chaque enfant congolais d'avoir accès à la connaissance, d'être bien formé et d'être utile à lui-même, mais également de devenir utile à son pays. J'arrive. Maintenant, c'est un droit constitutionnel qu'on aurait dû mettre en œuvre depuis très longtemps. On a mis du temps à le faire et aujourd'hui, nous avons près de 3 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. Pourquoi? Parce que leurs parents sont pauvres et ne sont pas à mesure de pouvoir subvenir à leurs besoins scolaires. Donc, ce n'est pas trop tard, ce n'est pas trop tôt. Je veux dire, donc c'est même trop tard qu'on ait mis en œuvre cette mesure donc aujourd'hui. Donc, je salue cette position du gouvernement pour qu'on puisse rendre l'enseignement primaire gratuit, accessible donc à tous les enfants congolais. Maintenant, la question est de savoir est-ce qu'on a des moyens pour arriver à le faire correctement. Là-dessus, je considère que les budgets que nous avons ne reflètent pas les moyens dont on a besoin pour arriver à mettre en œuvre non seulement cette mesure importante pour notre pays, pour les enfants congolais, mais également d'autres mesures, notamment la fourniture d'eau et d'électricité à toutes les familles congolaises, la construction des routes, des hôpitaux, ainsi de suite. Donc, la gratuité de l'enseignement, elle est salutaire. Sauf que nous devons maintenant nous poser la question, que faire pour arriver à avoir cet argent pour que les enfants puissent bénéficier de cette gratuité, pour que la gratuité ne se transforme pas en problème pour nous. Comment elle s'est transformée en problème pour nous? C'est si on remplit les salles de classe d'enfants. Par exemple, on a 300, 400 enfants dans une classe avec un seul enseignant. Un seul enseignant ne sera pas à mesure d'enseigner correctement pour que les enfants puissent bénéficier de la formation qui leur est donc dispensée. Ce que nous devons faire, c'est trouver des moyens pour qu'il n'y ait pas donc une surcharge scolaire, pour que dans une classe, qu'on n'ait pas 300 enfants, qu'on ait par exemple 30 enfants ou 35 enfants au maximum pour un enseignant. Pour que nous puissions arriver donc à faire cela, on aura besoin non seulement de réhabiliter les écoles existantes, mais de construire aussi de nouvelles écoles pour qu'on puisse répartir et qu'on ait un ratio d'élèves par rapport à l'enseignant, un ratio donc dans les limites des standards internationaux. Docteur, s'il vous plaît, pour construire, là on parle du futur, mais maintenant c'est déjà lancé et les élèves doivent étudier, les enfants doivent aller à l'école. Qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent mener des politiques qui permettent à l'État congolais de mobiliser des ressources. Et je vais vous dire comment on peut mobiliser des ressources additionnelles pour arriver à faire face à ces besoins. Il faut mener une lutte acharnée et sans merci contre la corruption, la prédation des ressources naturelles et le détournement des fonds publics. Comment il faut le faire? Je considère qu'il y a eu un travail préliminaire qui était fait dans ce domaine-là. Le professeur Luzolo Bambi a dû étudier les cas de corruption dans notre pays, a rassemblé des dossiers sur certaines personnes, certaines entreprises qui se donnent à la corruption. Là où il faut donc commencer, c'est aller prendre ces dossiers-là et amener ces gens qui ont été accusés de corruption devant la barre, parce qu'on peut être accusé et puis il peut s'avérer que la personne était innocente. On l'amène devant la barre, on juge la personne, ça passe en direct à la télévision. Si la personne est trouvée coupable, on récupère l'argent, on met dans les caisses de l'État, on utilise là pour financer donc l'enseignement primaire et secondaire, la gratuité de l'enseignement. Ça, c'est une source. Mais je voudrais aussi que, les services générateurs de recettes de l'État soient restructurés, soient animés par de nouveaux animateurs. Les régies financières aujourd'hui sont littéralement privatisées. Il n'y a pas grand-chose qui entre dans les caisses de l'État. D'accord, docteur, nous allons souffler un peu avec la publicité et on revient dans quelques minutes. Connectez-vous sur notre site web www.monkitunga.com. Faites le choix du produit, ajoutez le produit au panier, renseignez vos informations et l'adresse de livraison pour confirmer votre commande. Alors, c'est pas de la magie. Faire ces achats devient facile avec Kitunga. La livraison est gratuite à travers la ville de Kinshasa. Vous payez à la livraison mobile monnaie ou virement bancaire. Avec Kitunga, la qualité a un bon prix. Kitunga, plus proche de vous. Voilà, nous sommes de retour, docteur. Récemment, le gouvernement a émis de bons trésors pour lever les fonds sur le marché local. Est-ce une bonne idée? Globalement, c'est une excellente idée qu'un gouvernement qui rencontre des difficultés de trésorerie, soit dans le court, dans le moyen, dans le long terme, puisse procéder à des emprunts. Et l'emprunt peut être organisé soit auprès des partenaires bilatéraux, multilatéraux, auprès des banques, mais également on peut faire l'emprunt auprès du public. Quand on emprunte auprès du public,
On lance des bons du trésor ou bien des emprunts obligataires. Le public, constitué des individus, des institutions, des banques, des entreprises publiques ou privées, ce public peut souscrire à ces emprunts, c'est-à-dire on prête l'argent à l'État. Ça, en théorie, c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle le développement du marché financier local ou marché des capitaux local. Et des pays qui se sont développés arrivent à avoir ces marchés fonctionnels. Donc, de ce point de vue, j'encourage cette démarche-là. La question est de savoir, est-ce que le Congo, aujourd'hui, est en position de lancer des bons du trésor et permettre au gouvernement d'emprunter auprès du public de façon réussie? Ma réponse, c'est non. Ma réponse, c'est qu'il y a des préalables à faire pour qu'on arrive à avoir un climat assaini. J'ai étudié très bien les déclarations que le gouvernement et la Banque centrale ont faites en ce qui concerne l'émission de ces emprunts obligataires. En réalité, il ne s'agit pas d'un emprunt obligataire parce qu'ils reconnaissent que le gouvernement n'est pas crédible. Pourquoi le gouvernement n'est pas crédible? C'est parce que nous avons accumulé beaucoup d'arriérés d'impayés. Toutes les entreprises publiques accusent des arriérés d'impayés de 2, 3, 4 années de salaire qui sont dus aux employés, qui constituent le public qui peut souscrire au bon du trésor. Lorsque quelqu'un a été brûlé, c'est-à-dire qu'on lui doit de l'argent, que l'État lui doit de l'argent et que l'État ne le rembourse pas, à la fin de la journée, comment voulez-vous convaincre cette personne à pouvoir prêter de l'argent encore à l'État? Il y a un problème là-bas qui se pose. La dette intérieure, elle s'est accumulée maintenant à 3,5, 3,7 milliards de dollars. Dette intérieure, ça veut dire ce sont des petites entreprises congolaises qui ont vendu des services ou des biens à l'État congolais et l'État congolais n'est pas en mesure de pouvoir donc les rembourser à temps. Comment voulez-vous vous attendre à ce que ces entreprises-là, à qui on doit de l'argent, ou des fournisseurs à qui on doit de l'argent, comment voulez-vous vous attendre à ce qu'ils puissent souscrire à l'emprunt obligataire émis par l'État? Donc, il y a des conditions préalables à assainir la situation financière de l'État, régler la situation d'arriéré d'impayement à l'égard du public ou du secteur privé, baliser le terrain et surtout aussi, il y a un autre élément important. Quand on fait un emprunt obligataire, cet emprunt obligataire est fait dans une monnaie. Aujourd'hui, la monnaie de la RDC, d'après l'article 170 de la Constitution, c'est le franc congolais. Or, le franc congolais est totalement discrédité. Il est discrédité, ce n'est pas simplement moi qui le dis. Il est discrédité parce que la dollarisation, c'est-à-dire l'usage des monnaies étrangères, représente 95% de la masse monétaire du pays. Ça domine la monnaie locale qui ne représente plus que 5% de la masse monétaire du pays. De ce point de vue, le public congolais n'a pas confiance dans la monnaie locale. Or, vous émettez des bons du trésor dans la monnaie locale qui est discréditée, qui est rejetée par la population congolaise. Donc, ça ne crée pas des conditions pour une participation massive à cet exercice-là de prêter de l'argent au gouvernement. Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que l'État fasse ce que j'appelle des préalables. Des préalables pour restructurer l'environnement macroéconomique, l'environnement financier, pour éliminer ces nuages constitués donc des dettes qui sont dues par l'État au public congolais. Et une fois qu'on a fait ces préalables, qu'on a même restructuré la monnaie pour que la monnaie devienne plus crédible que ce que nous avons aujourd'hui, en ce moment-là, on sera à mesure d'émettre des bons du trésor et des emprunts obligataires de façon réussie, sans pouvoir tromper le public pour qu'ils viennent donc adhérer à quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Autre chose aussi importante, c'est le coût du crédit. Quand on est dans un environnement comme celui-ci et qu'on émet des bons du trésor, il faut convaincre le public à y adhérer en lui offrant des taux d'intérêt ou une rémunération beaucoup plus importante que ce que le marché exige. Si on donne cette rémunération très importante, en réalité, le coût sur le trésor public sera très élevé. Donc, en d'autres termes, le gouvernement a l'impression de réaliser donc ses objectifs en récoltant l'argent, mais à quel prix? Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse des préalables, qu'on puisse baliser l'environnement macroéconomique et financier, qu'on restructure l'économie, que le pays commence à tourner normalement et que les gens aient confiance dans notre pays. En ce moment-là, je pense que ce sera possible à ce pays de mettre des bons de trésor ou bien des emprunts obligataires et d'élever beaucoup de ressources. Pas simplement les 85 millions de dollars qu'on essaie de récolter maintenant, mais on peut lever des ressources donc en des milliards de dollars qu'on va utiliser pour financer les différents projets de développement. Voilà. Et docteur, comment jugez-vous le secteur économique de notre pays après tout ce que vous venez de dire, en général, en fait?
L'économie congolaise a un grand potentiel, mais l'économie congolaise, pour l'instant, ne se débrouille pas comme il se doit. Pourquoi? Parce qu'on a connu une période d'instabilité politique pendant beaucoup d'années. Donc aujourd'hui, depuis l'alternance au sommet de l'État intervenu en décembre 2018, il y a des efforts qui sont menés pour arriver donc à montrer que le Congo a tourné la page. Mais nous avons encore un long chemin à parcourir. Par exemple, pour vous donner une idée de la performance économique de notre pays, nous avons un petit budget de 10 milliards de dollars. Mais quand vous regardez des pays comme l'Angola, ils ont des budgets de 106 milliards de dollars, le Nigeria 500 milliards de dollars, j'en passe. Donc, nous avons besoin de pouvoir élargir ce que j'appelle l'assiette fiscale pour collecter plus de ressources, avoir plus de moyens qu'on peut utiliser pour financer les différents projets de développement. Encore une fois de plus, je reviens à une chose. Nous devons être clairs dans la vision de développement que nous voulons pour notre pays. Pour l'instant, je crois qu'il y a beaucoup d'actions, mais il est difficile de mettre ces actions ensemble dans une vision bien articulée, orientée vers des objectifs. Moi, je vous propose le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Okay. Cette vision de développement pour sortir de la situation actuelle et devenir un pays émergent, pour sortir de la crise, mais de façon durable. Et le faire en 15 ans, créant des emplois et des opportunités pour tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Noël Tchani Mwadjanvita. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Un mot de la fin? Et mot de la fin, je voudrais d'abord dire merci à 30 ECO, un programme de B1 que je trouve extrêmement intéressant, qui met l'accent sur le développement économique et social de notre pays et qui donne la parole à tout le monde, y inclut à moi aussi, mais j'ai vu aussi que vous donnez la parole donc aux entrepreneurs, aux jeunes, à tout le monde. Je crois que tout cela est important. Je souhaiterais que notre pays arrive à évoluer, à développer ce que j'appelle une vision partagée du Congo. Où est-ce que nous voulons mener notre pays? Nous sommes aujourd'hui un des pays les plus pauvres du monde, malgré l'abondance des ressources naturelles. Qu'est-ce qui nous est arrivé pour qu'on en arrive à cette situation-là? Maintenant, comment sortir de là? Nous devons avoir cette vision partagée. Partager comment? C'est pour ça que j'anime des conférences un peu partout, pour que tout le monde arrive à comprendre ce que nous voulons faire. Quand nous aurons compris ce que nous voulons faire, nous allons nous mettre au travail pour que, d'ici 15 ans, le Congo devienne un pays émergent et que tous les Congolais aient du travail. Ils n'auront pas simplement du travail avec des salaires de misère. Ils vont toucher au moins un salaire minimum garanti que je projette pour l'instant à 1 000 $ par mois pour tout le monde qui travaille dans l'administration publique, dans l'enseignement, dans l'éducation, ainsi de suite. Si on arrive à réaliser ce salaire minimum garanti et en donnant du travail à tout le peuple congolais, je pense que nous serons tous un peuple heureux. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. J'espère que vous avez aimé cet échange bénéfique avec le docteur Noël Tchani Mwadjanvita. Je rappelle ici que M. Noël Tchani est économiste, écrivain, candidat à l'élection 2018 et actuellement président de la compagnie financière d'investissement de crédit, la COFIC, n'est-ce pas, monsieur? Exact. D'accord. Et pour retrouver cette émission, allez dans notre chaîne YouTube 30 Eco Magazine et notre page Facebook 30 Eco. Merci d'être nombreux à nous suivre. Nous nous retrouvons le lundi pour un nouveau numéro.